Merci de votre attention. Donc, vous avez le déroulé également du PowerPoint sur votre écran. Donc effectivement, on va essayer de faire un petit peu, par rapport à l'étude que nous avons menée également, d'études prospectives des métiers dans la branche jusqu'à 2025. Donc un petit état des lieux à partir de ça. Donc pour commencer... D'accord. Donc... Parlons déjà des différentes activités. Donc, nous avons dans les établissements de santé, donc je vous rappelle que nous couvrons et le volet sanitaire et le volet médico-sociaux, nous avons de profondes transformations dans nos organisations qui, de fait, vont entraîner également de profondes transformations par rapport aux métiers que nous allons avoir besoin de recruter dans le futur. Avec, donc, effectivement, en premier lieu, un alourdissement des pathologies. Puisque, bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, on vit heureusement plus longtemps en bonne santé, mais du coup, lorsque les pathologies apparaissent, elles sont beaucoup plus lourdes. Je pense aux AVC, je pense à beaucoup de problèmes neurologiques que l'on voit aujourd'hui se développer. Je pense également au cancer. Donc, on va avoir des pathologies et des patients qui vont être beaucoup plus lourds et donc qui vont avoir besoin de beaucoup plus de soins. Et dans nos établissements, il va donc falloir faire évoluer les compétences des personnels de manière à prendre justement ces pathologies en charge. Ensuite, vous avez tout ce qui est innovation médico-technologique, avec la robotisation notamment de certains métiers, et avec tout ce que l'on peut voir en innovation aujourd'hui. Donc, le problème auquel nous allons être confrontés, c'est que les innovations vont très très vite. Mais par contre, les formations des personnels, elles, c'est beaucoup plus lent à se mettre en place et le changement est beaucoup plus lent à venir. Donc on va se retrouver également avec un problème d'inadéquation entre les personnels qui sortent de formation initiale et la réalité des besoins sur le terrain. On le verra également un petit peu plus tard. Ensuite, nous avons le problème de cadre réglementaire qui est très contraignant, avec toutes les normes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, avec les besoins de faire évoluer en compétences les personnels, notamment sur toutes les questions de qualité, avec toutes les accréditations, les certifications diverses que l'on peut rencontrer dans les établissements de santé. Donc là, à ce moment-là, effectivement, la formation initiale ne couvre pas ces besoins, donc à nouveau, ce sont des gens qui arrivent en inadéquation sur le terrain du travail. Et ensuite, nous avons bien évidemment les problèmes de gouvernance auxquels nous sommes exposés, puisque le schéma est mis en place par le ministère année après année et que nous nous retrouvons, alors là je parle plus bien évidemment pour le côté FHP, c'est-à-dire les établissements de santé privés commerciaux, nous nous retrouvons avec une non-visibilité finalement d'une année sur l'autre. Parce que la T2A va nous amener des évolutions de prise en charge avec des évolutions de remboursement qui ne sont pas forcément connues à l'instant T, lorsque l'on va être obligé ou non de faire évoluer les gens. Avec maintenant la T2A qui s'est mise également sur le volet du soin de suite et réadaptation, qui est en discussion pour tout le volet psychiatrie. Donc on a ici des établissements commerciaux qui n'ont aucune visibilité d'une année sur l'autre. Donc à quel moment doit-on en tant que décideur prendre un choix, faire un choix d'investissement, qu'il soit technologique ou qu'il soit salarial, d'investissement dans la formation professionnelle, avec les grandes réformes qui ont été mises en place également sur la formation professionnelle, alors que nous ne savons absolument pas quelles vont être finalement les rentrées commerciales l'année suivante. Donc ça, ce sont les problèmes auxquels nous sommes exposés en tant qu'entreprise commerciale. Donc ensuite, concernant les déterminants de l'emploi dans la branche, donc vous les retrouvez ici. La démographie, bien évidemment, et la demande de soins de la population, qui va être très évolutive en fonction des bassins dans lesquels vous allez vous trouver, qui ne sont absolument pas les mêmes dans un territoire rural que dans un territoire urbain. Ensuite, vous avez les innovations thérapeutiques organisationnelles, ça on en a parlé tout à l'heure. Les organisations financières, le financement du système de soins, on en a parlé également précédemment. La structuration et le marché de l'hospitalisation privée. Et enfin, l'ingénierie des professions du soin dont on a un petit peu parlé et qui donc effectivement mériterait d'être un petit peu plus réactive dans sa réingénierie notamment. Ensuite, on va constater des écarts importants
entre les compétences attendues et les compétences disponibles. Donc c'est ce que je vous disais en introduction. On a aujourd'hui des salariés qui vont arriver sur le marché du travail et qui ne remplissent pas les exigences de base des métiers sur lesquels ils arrivent. Vous avez une énorme inertie sur le système de formation initiale, mais ça on le sait tous, puisque ici on a quand même des professionnels de la formation. On le sait tous, changer un référentiel c'est très long, c'est très lent. On va aller se heurter sur certains métiers à des doyens, à des gens dans les universités qui vont mettre beaucoup de temps à bien vouloir faire bouger les lignes, parce que ce sont des gens qui sont très déconnectés des réalités du terrain. Et pour cause, ce sont des universitaires, ce sont des gens qui sont là sur la formation. Ensuite, vous avez de véritables décalages que l'on va voir en deuxième partie entre ce dont on a besoin dans les établissements et la réalité des gens qui arrivent sur le terrain. Vous avez ensuite un problème qui se fait de plus en plus prégnant, qui est l'effectif des personnels en formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment vu qu'il y a un véritable problème d'attractivité de certains métiers, et on le sait. Et là, je vous parle vraiment à tout secteur confondu. Et donc là, on a des promotions qui ne vont pas être remplies. On a avec maintenant le système également de Parcoursup, des gens qui vont peut-être rentrer dans certains parcours, qui vont commencer la formation parce qu'ils ont été prioritaires et qui finalement vont avoir une réponse à quelque chose d'autre et vont quitter. Mais en attendant, la formation, elle est partie et du coup, ça laisse des places vides. Et donc, il n'y aura pas en sortie autant de personnel que prévu. Donc ça, c'est très problématique pour nous. Et bien évidemment, je remets là-dessus la complexité des blocs de territoire. Parce qu'encore une fois, quand vous êtes en ville, ce n'est pas du tout la même problématique que quand vous êtes en zone rurale. Et enfin, donc on en revient toujours à la même chose, les programmes de formation qui sont en partie inadaptés. Maintenant, concernant pour la branche, donc des effectifs pour les trois principaux métiers. Donc vous allez retrouver ici le secteur sanitaire en bleu, le secteur médico-social en orange. Et donc vous voyez que les besoins sont également assez disparates dans notre branche, avec les deux secteurs, puisque le sanitaire a besoin parce que ce sont ses effectifs principaux d'infirmiers en soins généraux, alors que le médico-social va avoir beaucoup plus besoin d'agents de services hospitaliers, avec ensuite une répartition à peu près égale sur le métier d'aide-soignant. Les effectifs sont toutefois en augmentation, ça on l'a vu avec l'étude que l'on a fait. Alors, vous avez ici les différents métiers qui vont être en augmentation, encore une fois. Là, on retrouve les infirmiers en soins généraux en principal métier pour le secteur sanitaire, aide-soignant ensuite pour le médico-social. Et on voit également dans le secteur sanitaire émerger des métiers qui avant n'étaient pas vraiment problématiques parce que l'on est en salariat, mais là vous allez retrouver les médecins. Alors les spécialistes de rééducation, moi je suis bien placée pour le dire puisque donc, je suis en SSR et en rééducation fonctionnelle, ça c'est un véritable problème, on a besoin de plus de professionnels de la rééducation et il n'y en a pas sur le marché. Et ensuite vous voyez apparaître les médecins. Puisque avant, historiquement, seuls les médecins MPR, donc médecine physique et réadaptation en rééducation fonctionnelle, étaient des médecins salariés. C'est historique avec les sanatoriums, voilà. Sauf que maintenant, la branche s'est réorganisée et même au niveau des MCO, donc les médecines chirurgie obstétrique, donc les cliniques, on voit une tendance à aller salarier des médecins, alors qu'aujourd'hui, ce sont des médecins plutôt libéraux, qui viennent et qui louent les plateaux techniques, etc. Je ne vous refais pas toute l'organisation. Et bien maintenant, les nouvelles organisations vont aller plutôt sur salarier des médecins, s'adjoindre vraiment leurs compétences. Et donc là, on a un problème puisque il n'y a pas de médecins en fait en France. Donc, que ce soit sur la désertification des territoires ou les problèmes de recrutement dans les établissements, on va retrouver ça. Donc là, vous voyez quand même, on se retrouve avec deux secteurs dont les problématiques sont relativement différentes, notamment sur les poids financiers. Parce que aller chercher un médecin, c'est pas comme aller chercher une aide-soignante ou une infirmière. Les projets de recrutement, donc là vous avez les difficultés que l'on voit émerger, avec les nombres, le rapport entre le nombre de projets
de recrutement et les recrutements qui sont jugés difficiles. Avec, à nouveau, le métier d'aide-soignant qui est très ciblé. Le métier d'aide-soignant, ça fait plusieurs années qu'on a tiré déjà la sonnette d'alarme en disant attention, c'est un métier qui est en train de devenir en vraie tension. Et là, on y est. Là, on est vraiment en tension sur le métier d'aide-soignant. On est en tension parce qu'on ne fait pas le plein dans les écoles d'aide-soignantes. Alors, on verra après, il y a des problèmes d'attractivité. On ne fait pas le plein sur les problèmes, sur les recrutements d'aides-soignantes. Et comme c'est quand même un métier qui est très difficile, malgré, on l'a vu, malgré les efforts qui sont consentis dans les établissements, notamment pour protéger les salariés par rapport à la pénibilité du métier, et bien malgré tout, ça reste un métier sur lequel on va se retrouver avec beaucoup de pénibilité et beaucoup de départs. Donc, le défaut d'attractivité dans un contexte de pénurie. Donc, l'exemple des aides-soignants, là vous l'avez, en médico-social, il y a un véritable manque de personnel formé au regard des besoins, de tous les bassins. Parce que là, on est à 68%. C'est ce qui ressort en premier. Ensuite, vous avez les conditions d'emploi qui sont insuffisamment attractives. La pénibilité des activités. Donc, et ensuite, on a les problèmes de localisation parce que, bien évidemment, encore une fois, lorsque vous êtes dans des zones rurales, il y a beaucoup de kilomètres parfois à faire. Donc c'est difficile pour les établissements qui sont un petit peu plus isolés d'aller recruter facilement. Les différentes actions qui ont pu être mises en œuvre par les établissements, donc bien évidemment, puisque nous avons un problème pour recruter des gens formés, ça veut dire que les postes ont été donnés à des gens qui n'étaient pas formés, à des faisans fonction, puisqu'on est toujours sur le métier d'aide-soignant. Et donc bien évidemment, on va trouver en premier la formation des salariés en poste. Donc il y a un véritable effort qui est fait par les établissements pour aller faire monter en compétence ces salariés et les mettre sur les formations d'aide-soignante, alors par deux moyens, ou bien en passant par le diplôme et par une année d'études, ou bien en passant par la VAE, qui est un mode de validation qui reste très lourd, très long, très difficile pour certains salariés, mais qui est un des vecteurs de formation et donc d'amener en compétence et d'amener vers une professionnalisation ces salariés. Ensuite, vous avez différents partenariats qui sont mis en place avec les pôles emploi, notamment avec les missions locales, voilà, pour aller permettre justement de faire du recrutement sur ces métiers-là. Encore une fois, on retrouve, donc là on est sur 58% quand même, le recours à des faisans fonction, voilà, comme on disait, qui vont donc pendant un certain temps travailler en tant que faisant fonction et qui ensuite vont pouvoir accéder à la formation. Voilà. Donc vous avez vu un petit peu tout le reste. Ensuite, on se retrouve avec des partenariats par rapport aux organismes de formation initiale qui peuvent être également mis en place. Par rapport à l'analyse prospective qui a été faite par Quadra Études cette année, donc, et qui nous emmène jusqu'en 2025, on se rend compte que ce soit dans le champ du sanitaire ou dans le champ du médico-social, on va aller vers une stabilisation, une très légère augmentation, mais on va rester a priori sur des effectifs stables, parce que déjà il n'y a pas les personnels sur le marché du travail, donc nos organisations vont s'adapter, elles vont changer leur façon de faire pour pouvoir justement redéfinir certains postes de manière à faire peut-être un peu mieux travailler avec un recentré sur leur cœur de métier, chacun des métiers. Mais malheureusement, si l'on se retrouve avec une augmentation des personnels formés, on aura une augmentation. Et donc là, vous avez par exemple donc une courbe majorante où on voit qu'il y a une possibilité de faire évoluer l'emploi et avec vraiment des embauches, si l'on a les personnels formés à disposition. En minoration, avec une très légère diminution, mais moi je pense que pour l'instant, on va partir sur tout ce qui est central, avec une très légère augmentation, et je pense qu'il y aura beaucoup de restructuration à l'intérieur des établissements, à moins, comme je disais, que l'on arrive à faire évoluer les gens qui sortent diplômés des écoles. En termes d'évolution par contre des besoins,
vous retrouvez ici, donc on a le scénario central, secteur sanitaire, et ensuite on verra le médico-social. Donc là, vous vous retrouvez avec une répartition des effectifs prévisibles en 2025 sur la gauche, et une variation donc des effectifs prévisibles pour arriver à ce que l'on a prévu en 2025. Donc avec deux zones qui vont être potentiellement problématiques en termes de recrutement, puisqu'il faut les faire augmenter les recrutements de plus de 5%. Donc on va se retrouver avec tout ce qui est l'Occitanie aujourd'hui et tout ce qui va être la façade Bretagne, où là effectivement on voit de véritables besoins. Vous en donnez la raison. Là par contre... Le soleil. Dans ce cas-là, on verrait, je pense, plutôt PACA. Mais a priori, PACA va devoir évoluer également, mais pas autant que ça. Donc ça sur le sanitaire, avec même une diminution des effectifs sur tout ce qui est le nord du pays. Et en ce qui concerne le médico-social, alors là, on a PACA, on a la région parisienne, qui vont être problématiques, et puis on a tout le bassin Rhône-Alpes-Auvergne, où il y a vraiment besoin d'une grosse évolution. Ils vont avoir beaucoup besoin d'ici à 2025 de personnel. Voilà un petit peu pour la présentation générale donc, de l'état des lieux, donc de ce que l'on peut constater aujourd'hui et de ce que l'on peut prévoir, en tout cas projeter d'ici à 2025.